Et pour la région du Sahel en particulier, vous y portez un grand intérêt. C'est ce qui justement a probablement influencé la décision des autorités nigériennes de vous offrir un passeport diplomatique après votre déchéance de la nationalité française. Qu'est-ce que votre discours propose pour la région du Sahel? Le Sahel, pendant trop d'années, a été le terrain de jeu de multinationales occidentales qui, sous prétexte de venir protéger ou stabiliser la sous-région, en réalité étaient toujours systématiquement installées aux différents points où se trouvaient d'importants gisements de ressources minières en tout genre. Elles prétendaient, ces entités néocoloniales et ces forces armées sponsorisées par les multinationales, ces forces armées occidentales, elles prétendaient sécuriser le territoire, stabiliser le territoire, protéger le territoire contre des terroristes qu'elles avaient elles-mêmes armés, financés, orientés, lorsqu'elles avaient contribué à l'assassinat lâche du guide libyen Mouammar al-Kadhafi. C'est un petit peu comme à l'image d'une mafia, où un mafieux engage un casseur pour briser une boutique, et après, une fois qu'il a convaincu le propriétaire de la boutique qui a été brisée de la nécessité que ce soit le mafieux qui le protège, il vient protéger la boutique alors que c'est lui-même qui a engagé les casseurs. Et son objectif, c'est qu'il n'y ait jamais la paix, puisque c'est le manque de paix qui permet aux mafieux de pouvoir s'installer. C'est exactement ce qui se passe avec l'oligarchie française. Elle a armé des terroristes en Libye pour contribuer au désordre, pour faire assassiner Kadhafi, pour voler l'or libyen. Et par la suite, ces hordes justement de terroristes se sont déversées sur le reste de la région sahélienne. Elles se sont présentées, elles qui étaient pourtant les entités sponsorisant justement ces forces terroristes, elles se sont présentées comme les forces stabilisatrices de la région. Et on a eu, excusez-moi du terme, mais des présidents d'une naïveté maladive, qui ont le syndrome de Stockholm peut-être, qui ont été dans une démarche d'accepter que ces puissances néocoloniales s'installent et fassent la pluie et le beau temps, de telle sorte qu'on s'est retrouvé avec un François Hollande qui était fier de dire qu'ils ont libéré le Mali. Et quelques années plus tard, on a vu le visage de cette pseudo-libération du Mali. Pourquoi se focaliser sur le néocolonialisme français? Parce que c'est aujourd'hui celui qui caractérise le plus la volonté à la fois de piller nos ressources et d'orienter les démarches politiques de nos dirigeants vers un agenda néolibéral sur le terrain économique et sociétal. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. J'ai vu des médias corrompus, néocoloniaux, s'interroger sur le fait que le général Tiani était-il sincère dans sa voie panafricaniste. Quiconque a un échange d'1 heure, 2 heures ou plus avec lui sait que le général Tiani, la vision panafricaniste qu'il a, c'est une vision civilisatrice. C'est une compréhension intense des humanités classiques africaines. Ce n'est pas quelqu'un qui débarque et qui veut surfer sur une vague. Ce sont des gens qui, depuis des années, étaient dans cette dynamique panafricaniste. Et aujourd'hui, le Niger me paraît être le laboratoire de la révolution panafricaniste au XXIe siècle. J'espère qu'il sera rejoint par le Bénin très prochainement. Ce discours très à charge donc, contre la France, forcément ne plaît pas et on vous accuse donc d'être très proche de la Russie. La Russie est un des pays qui, comme la Chine ou encore la Turquie, est très actif et de plus en plus présent dans la région. Que pensez-vous de ces nouveaux équilibres dans la région, de la présence de la Russie, de la Chine, mais aussi de la Turquie? Moi, je pense que la multipolarité signifie plus que jamais le multilatéralisme. La nécessité de sortir d'une relation qui nous liait uniquement à la puissance néocoloniale pour varier justement les partenariats et échanger avec diverses entités. Ça, c'est un. C'est pour ça que je me retrouve ici en Turquie, en train de parler avec différents responsables politiques. Il y a aussi de l'autre côté des pays comme l'Iran. Il y a aussi des pays comme la Russie. Il y a aussi des pays comme la Chine. Mais dire cela ne signifie pas que nous sommes dans une dynamique de vouloir changer un colon pour un autre. Le président Erdogan a une vision qui me paraît être une vision empreinte d'un refus de voir continuer à prospérer l'hégémonie occidentale. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Je pense que la relation entre la Turquie et l'Afrique est prometteuse.